Bonjour à tous les mélomanes. Lettre mélomane 2020-03. Nous commençons immédiatement par un concerto de Jean-Baptiste Cramer. Alors, Cramer, je l'avais découvert déjà par un concerto pour piano, concerto numéro 5, qui était dans le sillage pré-romantique. Nous abordons maintenant le 8. Alors ce concerto se trouve également dans le sillage pré-romantique, mais selon une modalité quelque peu différente. Alors on n'y trouve pas, contrairement à ce qui était le cas dans le concerto numéro 5, des effets qui pourraient préfigurer Chopin, des effets de gamme issus de Hummel, notamment Moscheles, etc. Mais on trouve plutôt une affirmation de la puissance lyrique et une affirmation de la virtuosité, comme ça sera le cas du concerto numéro 5 de Beethoven. Alors, signalons que ce concerto date de 1825. C'est le premier mouvement, à mon avis, qui se distingue nettement pour sa tension lyrique, malgré une orchestration un peu compacte, mais une orchestration qui est elle aussi très lyrique et qui participe pleinement à l'effet produit par ce mouvement, qui est tout de même, il faut le dire, un mouvement très court. Les mouvements suivants maintenant sont à mon sens d'un intérêt beaucoup plus faible, moins convaincant en ce qui concerne la thématique et des mouvements d'une moins grande limpidité que ce premier mouvement. On pourrait dire qu'on a une orchestration un peu empâtée. Alors il faut accepter à cela la cadence virtuose du deuxième mouvement qui est une très belle cadence virtuose et aussi, dans une certaine mesure, le thème principal du troisième mouvement. L'excellence pour le premier mouvement, et j'ai mis une étoile pour les mouvements suivants, ce qui peut paraître un peu sévère. Un concerto, certainement, qu'il faut découvrir absolument pour le mélomane. Nous passons à Liatoshinsky, Boris, une symphonie numéro 1, datant de 1919. Alors, nous avions découvert un très beau concerto pour piano de Liatoshinsky, et il faut avouer que cette symphonie ici apparaît très décevante. On a l'impression que le compositeur veut atteindre une certaine tension dramatique, mais à mon avis, il n'y parvient pas du tout. On n'a pas du tout le sentiment de tension. Et au contraire, on pourrait dire que cette espèce d'orchestration touffue, trop surchargée, tue le lyrisme au lieu de le créer. Alors néanmoins, il y a quelques passages mélodiques, souvent grâce à la flûte qui est prédominante et quelques crescendo, mais qui se trouvent noyés dans cet orchestre trop exubérant. On remarquera une curiosité dans le dernier mouvement, et bien un rappel d'un thème qui provient directement de la symphonie pathétique de Tchaïkovski, mais il faut avouer que cet emprunt ici apparaît un peu bizarre et un peu déplacé par rapport au style de l'œuvre. Le second mouvement, maintenant, eh bien, il évoquerait plutôt le style pseudo-impressionniste debussien, mais alors dans une nuance beaucoup plus glauque et trouble. Et au final, eh bien, je dirais que c'est peut-être le dernier mouvement qui émerge un peu de cet ensemble malheureusement inconsistant. Nous passons maintenant à la symphonie numéro 1, donc opus 8 de Malizevski-Witold, qui date de 1902. Et alors là, c'est une symphonie qui n'est pas meilleure à mon avis. On peut considérer que les deux premiers mouvements ont une certaine qualité minimum,
Et les deux autres mouvements, malheureusement, m'apparaissent absolument vides. Et ce sont des mouvements dans lesquels on a l'impression d'être enfermé dans un rythme uniforme, rapide, qui est insoutenable, qui finit par être désagréable. Néanmoins, pourtant, l'orchestration bénéficie d'une certaine diversité instrumentale. Il y a une fusion qui est très convenable des différents registres. On ne peut pas dire que ce soit une orchestration qui soit lourde. On ne peut pas dire non plus qu'il y ait des effets agressifs, malgré l'utilisation des corps qui est très importante. Mais à mon avis, il n'y a absolument aucune tension dramatique, aucun effet qui est entraîné par ce style mélodique. Donc j'ai concédé une étoile pour les deux premiers mouvements et aucune pour les mouvements suivants. Nous en arrivons à Elias Paris à Alvars, un concerto pour harpe et orchestre qui date de 1845, donc première moitié du XIXe siècle. Alors, l'intérêt de cette œuvre, à mon avis, est uniquement circonscrite à son premier mouvement, et même la cadence soliste, qui se veut être une démonstration de virtuosité dans le deuxième mouvement, reste, à mon sens, relativement médiocre, même par rapport à la date de 1845. Le soliste, néanmoins, est dans l'ensemble assez brillant, mais rarement très virtuose. Il se perd souvent dans des digressions au tissu thématique très lâche. Alors, c'est un concerto qui ne me paraît pas tellement en phase avec son époque, notamment en ce qui concerne son orchestration qui est assez archaïque et assez pesante. On retiendra tout de même une certaine densité thématique dans le premier mouvement, aussi bien de la part du soliste que de l'orchestre. Donc ce mouvement atteint, à mon avis, une mention d'honorabilité avec 2 étoiles et aucune étoile pour les 2 mouvements suivants. Nous passons maintenant à Vaino Raisio. Ce compositeur, nous l'avions découvert par un certain nombre d'œuvres orchestrales qui étaient de très belle facture. Et ici, nous abordons un concerto pour piano qui me paraît absolument excellent et qu'il faut découvrir. Alors, c'est un concerto qui date de 1914 et il est assez caractéristique de cette époque, avec une structure rythmique qui est très rapide, on peut même dire ultra rapide, des effets qui peuvent prendre des allures parfois de ragtime. Alors dans ce style, je pourrais citer un certain nombre d'œuvres, mais je ne les citerai pas toutes parce qu'elles sont extrêmement nombreuses. C'est un style vraiment caractérisé et qui s'est développé à cette époque. Alors on peut signaler les plus précoces. La grande référence, à mon sens, c'est le concerto pour piano de Vítězslav Novák qui date de 1895. Il y a les concertos pour piano de Taktakishvili également. Et une référence qui paraîtra plus familière sans doute aux mélomanes, qui sont les 2 concertos de Ravel qui sont composés, eux, beaucoup plus tard, par rapport à celui de Novák ou de Taktakishvili, à peu près vers 1930, c'est-à-dire même bien après ce concerto de Raisio Vaino. Alors la clairvoyance majeure du compositeur, à mon avis, c'est malgré ce concept très moderniste d'avoir évité des sonorités dissonantes qui soient désagréables, et c'est souvent le cas pour un grand nombre d'œuvres de cette époque, et il a adapté au contraire à ce style des harmonies qui sont souvent très consonantes, et c'est ce qui constitue son originalité. Alors on avait trouvé ce genre d'harmonie très consonante, notamment dans le concerto pour piano de Constantinescu, qui est aussi une référence dans ce style-là. Alors l'orchestration pourrait paraître assez pauvre, mais c'est volontaire, c'est une orchestration qui est très peu colorée, qui se marie très bien avec ce style. Cette orchestration intervient souvent en nuance mezzo-piano, et elle intervient de manière mélodique, notamment que dans le 2e mouvement, par une mélodie au violon en nuance mezzo-piano. Alors le soliste souvent se situe dans une tessiture extrême aiguë, et il s'affirme,
par des cadences qui sont souvent magnifiques, et en particulier la cadence qui se trouve à la fin du premier mouvement, et aussi celle du dernier mouvement, qui dépasse même encore celle du premier mouvement et qui atteint véritablement le sublime. Voilà, merci de m'avoir écouté.